Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous du futur. Merci infiniment Claudie Aigneret d'être avec nous. Nous allons essayer de mieux comprendre grâce à vous le monde qui vient. Un monde qui vit aujourd'hui des transformations de plus en plus profondes et accélérées, notamment sous les effets de la révolution numérique. Cette révolution numérique est aussi une révolution artistique, vous venez de le voir, et je rappelle que nous sommes ici au Cube Festival qui présente des formes d'expression nouvelles issues de l'innovation technologique, on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors Claudie Aigneret, vous êtes une figure emblématique de la société française, scientifique, astronaute, première astronaute française à avoir volé à bord de la Station spatiale internationale. Vous avez été 2 fois ministre à la recherche et nouvelles technologies, puis aux affaires européennes. Vous êtes aujourd'hui présidente d'Univers Science, lieu de culture scientifique du XXIe siècle, né du regroupement de la Cité des Sciences et de l'Industrie et du Palais de la Découverte. Alors, Univers Science a notamment pour mission d'éclairer et d'accompagner les mutations de notre époque. Nous ne pouvions donc rêver mieux que d'avoir sa présidente en personne pour ce rendez-vous du futur. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Alix, que vous connaissez bien, je crois. Jean-Pierre Alix est responsable du projet Sciences-Société du CNRS. Il mène différents projets liés au domaine scientifique et à sa valorisation. Il est notamment rédacteur en chef de la revue Science et Devenir de l'Homme. Je rappelle que cette rencontre, Éloi l'a dit tout à l'heure, est diffusée en direct sur plusieurs sites internet et réseaux sociaux, donc grâce aux sociétés 1R de chat, Triple C et J2D qui co-organisent l'événement, et je les en remercie beaucoup. C'est donc un public nombreux qui vous écoute ce soir, Claudie Aigneret, public à la fois dans la salle et sur les réseaux. Et je salue toutes celles et ceux qui nous ont virtuellement rejoints et qui vont pouvoir échanger avec vous. La discussion va se dérouler en 2 temps, très simplement. Pendant 30 minutes, vous nous livrerez votre vision du monde qui vient, au travers de quelques grands thèmes clés. Puis ce sera au tour des internautes de vous interroger en direct live, comme on dit, grâce à la magie du numérique. Jean-Pierre, c'est à toi pour la première question à Claudie Aigneret. Permettez-moi, chère Claudie, de rappeler également, après ce que Niels a dit en vous présentant, que votre engagement vis-à-vis du public est une affaire tout à fait constante chez vous, puisque vous étiez déjà en 1996 la marraine de la fête de la science. Voilà, ma première question portera sur votre vision d'astronaute. On dit que vue du ciel, la planète est différente. Comment a changé votre vision du monde après cette expérience, des distances, des enjeux, des hommes et des femmes, quand vous circuliez à quelques milliers de kilomètres de nous? Et était-ce poétique? Est-ce que ça nous emmène quelque part? Au fond, c'est cela que veut dire cette question. Et comment s'est modifiée votre propre vision de tout, de la nature, de l'homme, de l'esthétique et de bien d'autres choses? Qu'est-ce que ça a modifié? Merci pour cette question qui va tout de suite nous plonger dans des mondes qui nous projettent vers l'avenir, même si moi je les ai vécus, vous l'avez rappelé, il y a quelques temps. D'abord, bonsoir à tous ceux qui sont là et à ceux qui sont dans d'autres univers. Allez, pourquoi pas dire comme ça. J'ai aussi appelé la maison que j'ai la chance de présider aujourd'hui Univers Science, parce que c'était à la fois être uni vers la science, l'univers de la science à explorer et les multitudes d'univers qu'on a encore à explorer. Et je voulais vous dire à quel point je suis heureuse d'être là, d'avoir pu, et je vous ai peut-être fait attendre un petit peu, mais découvrir justement tous ces merveilleux domaines de création avec de la poésie, de l'innovation, des questions à se poser. Et j'arrive sur les questions. Je dis toujours aujourd'hui, je suis dans cette maison de science, non pas pour apporter des réponses, et je ne vais pas vous en apporter aucune ce soir, mais parce que on doit être accompagné dans son questionnement. Et on disait tout à l'heure, partager les connaissances, c'est quelque chose qui me motive, mais c'est partager pour s'enrichir mutuellement. Et je trouve qu'on a des outils aujourd'hui qui nous permettent encore d'enrichir cette relation. On l'a bien vu tout à l'heure, on n'est pas dans le champ de l'observation, on est dans le champ du collaboratif, on est dans le champ de l'échange, de la co-construction, de la co-création, et je trouve ça absolument formidable, ce que j'ai pu découvrir dans cette belle maison. J'ai toujours eu beaucoup d'appétit et de curiosité pour aller regarder un petit peu au-delà de la frontière de ce que je savais déjà savoir, avec humilité. Ça, c'est peut-être aussi le métier de médecin, le métier de chercheur qui était le mien avant, de se dire qu'il y a toujours
une grande frange qu'on ne connaît pas, qui n'est pas une vérité, qui n'est pas établie. Et donc, je suis partie dans cette aventure spatiale, puisque c'est celle-là où vous m'accompagnez pour en parler, avec ce sentiment que j'avais une chance extraordinaire de pouvoir peut-être avoir un regard différent, des perceptions différentes, des sensations. Et puis ensuite, vous l'avez dit, le partager, le transmettre. Et comme je dis toujours, même si j'ai évolué en 96, aujourd'hui, en 2010, j'ai toujours autant envie d'en parler, de répondre aux mêmes questions, en ayant moi-même toujours les mêmes interrogations. Alors c'est vrai que aller dans l'espace, se retrouver dans une station spatiale, bon, je pense que vous connaissez tous le mécanisme, vitesse de satellisation, 28 000 km/h, donc on fait 16 fois le tour de la Terre. On n'en est pas très loin, les stations spatiales, 400 km à distance de la Terre. Donc je ne suis pas allée sur la Lune, je ne suis pas allée dans les galaxies lointaines que vous nous donnez à explorer, mais en orbite autour de la Terre avec une vitesse qui fait qu'on annule pratiquement l'effet du facteur de gravité. De l'attraction. Donc on est en microgravité, on n'est pas en apesanteur, puisqu'on ne peut pas faire disparaître l'apesanteur. Par contre, on l'équilibre pratiquement, 10 puissance moins 3G. Et là, c'est vrai qu'en tant que médecin, peut-être en tant que sportive aussi, perception de capacité extraordinaire du corps, sensorielle et motrice. On utilise son corps très très différemment, on n'est plus contraint par la gravité. Donc je parle de ça sur le plan moteur. Et j'en parle aussi sur le plan cognitif, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de vivre avec des références du vertical de l'horizontal, essentiellement en 2 dimensions, du haut et du bas. Et je me suis entraînée pendant des mois et des mois dans des simulateurs avec un haut et un bas. Et on arrive en microgravité, d'un seul coup, vous regardez par le hublot, vous y voyez la Terre au-dessus du ciel. C'est pas habituel. Donc quand on arrive, c'est pas le ciel, c'est le cosmos, puisqu'on est dans le cosmos noir. J'ai fait le tour du hublot au début pour remettre cognitivement l'image à sa place. L'image à sa place, parce que ça me gênait de voir l'Afrique au-dessus de l'Espagne. Et ça dure 24 heures, 48 heures à peine, cette désorientation en fait. Et puis il y a des capacités absolument extraordinaires d'adaptation. Alors, je n'irai pas jusqu'à la plasticité, mais en tout cas d'adaptation tout à fait extraordinaire. Vous qui connaissez bien tous ces sujets-là. Et ça, c'est une révélation. Et c'est ça qui fait envie dans l'exploration d'autres mondes, de choses inconnues. Et je pense que c'est ça aussi. Je ne suis pas moi-même un créateur, mais tous ceux que vous exposez là ou qui partagent votre vie de création en utilisant les outils du numérique, c'est aussi cette capacité justement de révéler d'autres possibles. Donc ça, c'est une chose que j'ai vraiment sentie. Et le changement de perception, le changement de regard. C'est vrai que regarder la Terre par le hublot, ça m'amène à vous dire, comme je le dis depuis 15 ans, comme tous les astronautes qui ont volé, on est 500 dans le monde, ramènent cette perception. Être à distance de la Terre permet de nous mettre à distance à la fois du quotidien, à la fois d'un infini de ressources, un infini d'horizons. Non, ça n'est pas infini. Notre planète Terre n'est pas quelque chose d'infini. On se rend compte de cette finitude de la planète par sa rotondité, par la petite pellicule d'atmosphère qui l'entoure, par sa fragilité, mais sa magnifique beauté, poésie, harmonie. Moi, j'ai vécu des moments d'intense bonheur extraterrestre, comme je les appelle, et extatique, avec une poésie qui était alimentée par de multiples canaux sensoriels. Je disais, la sensation de légèreté, le regard différent, la musique qu'on se met dans les oreilles, et voilà, un petit peu certains des ingrédients que vous nous présentez ici. Alors justement, puisqu'on est en train de regarder cette planète, lors du précédent Rendez-vous du futur, Joël de René, que vous connaissez bien, nous a fait part de sa vision de l'Internet du futur, le fameux MOPS, qui est une sorte de réseau
qui a une sorte de cerveau planétaire qui un jour prendra conscience de lui-même. C'est ce qu'il prophétise entre guillemets. Quelle est votre vision à vous de l'Internet du futur? Est-ce que vous pensez qu'on va arriver vers cette forme d'intelligence collective? Est-ce que la Terre va devenir une sorte d'organisme pensant, une entité supérieure, peut-être un dieu, je ne sais pas, créé par l'homme? Enfin après on peut partir dans toutes les directions, mais comment vous voyez l'évolution technologique Alors, les rendez-vous du futur, très prospectif. Très prospectif, surtout quand vous vous adressez à Joël de René, qui connaît tellement bien tous ces systèmes. C'est vrai que moi, ce que m'apporte aujourd'hui toutes ces technologies, l'utilisation qu'on peut en avoir, c'est qu'on est effectivement obligatoirement dans l'intégration des différents outils, des différentes facettes, et dans la co-élaboration de quelque chose. Et je pense que c'est ça qui change fondamentalement aujourd'hui nos sociétés. C'est vrai que ça m'amène à réfléchir à des sujets. L'éducation de demain, c'est sans doute pas la même éducation que celle qu'on a reçue, nous, parce que ce demain, je ne sais pas répondre ce que sera demain. Les demains, ils sont multiples aussi, dans les possibles qui nous sont ouverts. Et je crois que justement, l'éducation, elle est à co-créer, co-élaborer avec les plus jeunes. Et je suis ravie de voir des jeunes autour de vous, de voir votre préoccupation de transmission aussi aux plus jeunes. Qu'on ne soit pas dans une transmission des cheveux gris sachant vers des jeunes recevants. Ça, c'est quelque chose, je pense, va caractériser aussi les mutations de ce siècle. Et quand je dis ça, je pense qu'il est nécessaire dans cette intégration de bien veiller aussi à ce que l'intergénérationnel marche bien, qu'on ne soit pas dans une fracture de ceux qui utilisent, ceux qui sont des geeks à l'avant-garde de tout, par rapport à ceux qui seraient exclus d'un accès. Alors vous amenez la question que j'allais vous poser, cher Claudie, permettez-moi de le faire, parce que nous savons bien sûr que l'appropriation de ce qui est issu du numérique, ces nouvelles formes de robotisation, de mécanismes, n'est pas égale entre anciens et jeunes, bien sûr, dans notre propre société, et n'est pas non plus égale entre pays développés et pays non développés. Et certains disent que c'est un problème très sérieux, parce que s'il y avait des différences trop importantes entre différentes parties de l'humanité, on se trouverait devant un conflit, probablement. Ça ouvrirait donc ce conflit, et ma question est comment est-ce que nous pouvons agir pour conserver, non pas l'égalité absolue, parce que c'est illusoire, mais l'égalité des chances de l'accès au numérique. Oui, par l'éducation ou en dehors de l'éducation? Oui, je pense que c'est pas seulement un problème d'accès au numérique. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, tout est connecté, interconnecté, alors que peut-être il y a des internautes là, qui sont au Mali, ou je ne sais pas où, et qui nous écoutent. Il y a des endroits où il y a de l'accès. Je situerais plutôt la fracture entre ceux qui vont savoir utiliser ces outils et ceux qui vont les subir, je dirais. C'est un petit peu ça quand je parle d'une nouvelle éducation aussi. Et ça revient un petit peu à la prospective de Joël. Il faut qu'on soit capable d'avoir les modes de fonctionnement, d'appropriation. Et ça, c'est de l'intergénérationnel, certes. C'est aussi d'aller avoir un regard sur l'histoire des sciences, d'où on vient, où il y a eu des impasses, où il y a eu des avancées, comment on a... ça fait partie, ça paraît peut-être un petit peu incongru par rapport aux nouvelles technologies dont vous parlez, mais je pense qu'on est aussi dans du sens, de la valeur, de la philosophie. Et c'est vrai que quand vous évoquez cette intelligence collective qui prendrait les rênes du monde, moi ça me fait évoquer aussi des sujets qui, quand on est biologiste, nous interpellent aujourd'hui, de l'homme augmenté. On est dans la réalité augmentée, mais on est dans l'homme augmenté. Aujourd'hui, on est capable d'ajouter des prothèses à un corps.
on travaille sur la conscience artificielle, conscience individuelle, autant que la conscience collective que vous évoquez. Donc ces sujets-là, si on les laisse se développer sans s'ancrer quand même dans des repères, c'est là où j'ai parfois un petit peu d'inquiétude. Et je crois qu'on voit trop souvent par rapport à ces évolutions, ces projections dans l'avenir, et c'est là où je verrais plutôt la fracture entre ceux qui sont cyber-optimistes et puis ceux qui sont cyber-pessimistes, en disant oh là là, on est en train de tout perdre, il n'y a plus de valeur, on ne les reconnaît plus, c'est une génération... on n'est pas les mêmes. Oui, on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Et c'est un peu là où je sens la fracture. Alors, fracture bien sûr d'accès aussi, et on doit faire le maximum possible pour donner cet accès, mais je ne suis pas sûre que ce soit le seul problème dans les défis d'avenir. Pour prolonger un peu cette question justement et interpeller en vous la femme politique, la sphère virtuelle aujourd'hui croît, on le sait, de manière exponentielle. Elle constitue de plus en plus une galaxie de mondes interconnectés, de communautés virtuelles, de données qui viennent, comme vous venez de le dire, d'augmenter, de prolonger le monde physique, et qui donc offre de nombreuses possibilités d'innovation sociale, culturelle, etc. Pour autant, il y a un constat qu'on peut faire aujourd'hui, qui est que la sphère publique est peu représentée dans la sphère virtuelle. Ok, je peux payer mes impôts en ligne, mais enfin c'est quand même un peu court comme représentation de la sphère publique. Il y a des places publiques aujourd'hui qui se développent sur Internet, qui sont de fait des espaces privatisés, Facebook par exemple, les jeux massivement multijoueurs, ce sont des entreprises derrière qui, avec leur règlement intérieur à elles. Que pensez-vous de ce déficit de présence de la sphère publique, de l'agora publique dans la sphère virtuelle, et que devrait faire le politique pour... est-ce qu'il doit faire quelque chose déjà, d'une part, et si oui, qu'est-ce qu'il devrait faire pour assurer la présence de l'agora publique dans la sphère virtuelle? Pour produire les choses autrement, excusez-moi, mais aujourd'hui, si on veut rencontrer des gens, on va sur Facebook. Ok, pourquoi pas, mais Facebook, c'est un espace privé. C'est pas l'espace public. Hein, je ne les oppose pas du tout, les deux sont nécessaires. Je crois que ce que vous montrez ici est déjà un élément, le fait d'avoir de la médiation, des référents. Ça, c'est important pour ne pas se lâcher complètement non plus dans le virtuel, qui que l'on soit dans le virtuel. Et c'est vrai qu'on y a lâché beaucoup de choses, de notre mémoire, par exemple, aujourd'hui, qui est répartie, que ce soit parce que sur Facebook, tout est parfois un petit peu exposé sans qu'aujourd'hui, sans précaution. Sans précaution, qu'on sache exactement comment se positionnent les choses. Et alors, comment le public peut être davantage... je ne sais pas très bien répondre à ça sur comment évolue aujourd'hui une réglementation qui permettrait justement de mettre des Ma question, cadres. c'était un peu comment on anime la vie de la cité, comment la sphère publique anime ou co-anime la vie de la cité. Une fois de plus, aujourd'hui, les rassemblements Facebook qui s'organisent un peu à la sauvage, c'est intéressant. Ça montre vraiment qu'il y a des formes d'interaction sociale aujourd'hui qui échappent complètement au monde physique, entre guillemets. Hein, et on voit bien avec les bons et les mauvais côtés que ça peut avoir. Une fois de plus, je ne porte pas de jugement là-dessus, pas du tout. Je dis juste que il me semble qu'il n'y a pas aujourd'hui de présence de la sphère publique sur Internet, si ce n'est par l'administration électronique, qui est complètement autre chose, qui sert à... Oui, là on est dans le très technique, Voilà. Effectivement ça n'a pas la même portée. Je ne sais pas bien répondre à ça, bon, peut-être parce que je ne suis pas moi-même suffisamment présente sur ces espaces. Je ne porterai pas de jugement, comme vous ne le faites pas non plus, sur le fait qu'effectivement c'est un nouveau mode d'expression, de présence.
Aujourd'hui, on est plutôt dans la phase, comme souvent, d'exploration. On y va sans mettre de limite. Parfois, on transgresse. Parfois, je pense que ça va se réguler. Comment ça va se réguler? Je ne sais pas répondre à cette question-là. Ça va se réguler aussi parce qu'il y a de la médiation, parce qu'il y a de la convergence entre du réel et du virtuel, et qu'on n'est pas que dans l'immersion. Est-ce que c'est du domaine du politique? Certainement. L'organisation de la cité relève un petit peu du politique, mais bon, Et normalement, la discussion politique se traduit dans des règles qu'on appelle la loi. Oui, et mais ma prochaine question était justement sur la loi, parce que on a depuis 1978 les lois informatique et liberté qui tentent de traiter ce problème qui vient de se poser, mais elles vont moins vite, elles évoluent probablement moins vite que la réalité des choses et la capacité d'imagination et de création. Or, on a tendance à penser que aujourd'hui, avec le potentiel technique, on sait décrire une personne par son téléphone, par ses mails, parfois par ses achats, c'est-à-dire qu'on est capable de tracer la personne un peu partout, et il semblerait donc qu'Orwell avait raison de parler de ce monde qu'il avait prédit pour 1984, qui est arrivé juste un peu plus tard, dans lequel les choses seraient quadrillées un petit peu partout. Mais je voudrais suggérer qu'on discute de cette proposition qui est faite par Jean-Gabriel Ganassia, qui est un de nos professeurs. oui, C'est celle de la surveillance. Oui, Car après tout, l'information, et même si elle est sur des réseaux privés, l'information se publicise, et il n'y a pas que ceux qui manipulent les machines qui en acquièrent du pouvoir et de la puissance. Il y a aussi ceux qui savent aller chercher les informations et construire leur point de vue. C'est ce que Jean-Gabriel appelle la surveillance. Oui. Comment ça va s'équilibrer tout ça? Comment ça va se développer? Je ne sais pas s'il y a une réponse à ça. En tout cas, sur l'aspect surveillance, qui était celle qu'on connaissait jusqu'à présent, on voit assez vite comment on peut surveiller la surveillance. Mais comment on peut régler la surveillance, effectivement, comme le décrit Ganassia, c'est là où je ne sais pas. Il faut sans doute arriver à contrôler, mais je ne sais pas quels sont les moyens effectivement dont on dispose aujourd'hui pour contenir des diffusions d'informations, des interactions dont, vous l'avez dit très justement, les moyens techniques aujourd'hui sont bien plus rapides que tout ce qu'un système politique de mise en place de régulation pourrait permettre de contrôler. C'est pour ça que je ne sais pas trop la réponse, mais cet aspect de surveillance est un sujet de société essentiel à aborder déjà, et je pense que vous le faites, c'est bien, dans la sphère publique justement de réflexion de la société civile. Je ne suis pas sûre, et vous avez raison de le faire, que beaucoup de nos concitoyens ont aujourd'hui cette conscience de cet aspect-là. Alors il y a des études qui ont été faites pour montrer justement dans les pratiques et les usages des plus jeunes, manifestement, ils ne sont pas perturbés par le fait de mettre sur Facebook des informations, de mettre des photos et de se dire que ces photos-là, elles seront encore là dans le droit de retrait de la mémoire qu'on a affiché, le droit à l'oubli. Je ne suis pas sûre que ce soit une préoccupation de la génération Y d'aujourd'hui, qui, à la limite, c'est peut-être dans un certain mode de transgression par rapport à justement ce que les règles de leurs parents ou les règles de la cité faisaient qu'ils n'étaient pas autorisés à faire. Et ils ont l'impression d'acquérir par là une liberté. C'est un débat fondamental pour notre société d'aujourd'hui. Et toutes les transgressions ne sont pas mauvaises ou bonnes. Si je pense à Sakineh, dont je pense tout le monde ici a entendu parler à un moment ou à un autre, je crois qu'elle est assez contente, probablement, que les technologies de l'information se développent. Parce que sinon, elle aurait déjà été lapidée. Or, avec le processus de pétition, donc de surveillance. Oui, mais c'est à double facette, c'est un Janus, ça aussi.
c'est pas parce qu'il y a de la liberté, du passage d'informations et de la possibilité effectivement de pousser des cris et de dire attention, c'est pas possible. C'est aussi utilisé dans l'autre sens. Et ces pays où effectivement, grâce à ces moyens, on est en capacité aujourd'hui de réagir, de dire attention, de porter haut la voix, ce sont aussi des pays qui savent tellement bien utiliser et manipuler avec ces outils que c'est à double tranchant. Voilà. L'utilisation de ces technologies et la possibilité d'être sur ces réseaux avec ces meutes, c'est pas obligatoirement dans le sens d'une amélioration de la démocratie. Ça dépend aussi de la façon dont on va l'utiliser. Mais en tant que scientifique, je crois qu'on est tous les deux conscients de ce sujet-là. C'est pas l'avancée scientifique en elle-même qui doit faire peur ou qui doit donner envie. Voilà. C'est la façon dont on va savoir, nous, société ou acteurs, l'utiliser et la mettre en œuvre. Prendre conscience. En prendre conscience. Voilà. Alors, il y a la prise de conscience et puis il y a l'action politique quand il y a nécessité, parce qu'il n'y a pas de prise de conscience, à corriger. Mais justement, est-ce que cette égocratie, comme je l'ai entendu aujourd'hui, qui commence à remplacer la démocratie, c'est-à-dire que c'est vraiment l'individu qui devient au centre de tout, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est de nature aussi à désenchanter la politique aujourd'hui? Et comment la politique, par rapport à ça, peut un peu reprendre la main, si je puis dire? Bon, c'est peut-être trop, on est peut-être trop dans la prospective, mais il y a un vrai phénomène de société aujourd'hui, avec aujourd'hui l'appropriation de ces nouvelles technologies. Les individus, de plus en plus, veulent avoir, entre guillemets, non pas le contrôle, mais sont beaucoup plus exigeants sur la manière dont ils se situent par rapport au collectif. Et la démocratie, ça perturbe un peu quand même, je dirais, la médiation traditionnelle qui est faite dans le champ politique. Il y a des intermédiations. L'exemple que Jean-Pierre a cité, il y en a plein, effectivement. Je me rappelle c'était la prison d'Abu Ghraib, je crois, où un photographe avait brisé toute la chaîne d'intermédiation quand même de la puissance militaire américaine, ce qui n'est pas rien, par une photographie qu'il a envoyée dans le monde entier. Ça a explosé le système américain, une photographie, quoi. Bon, là il se passe des choses, quoi. Absolument, et c'est pour ça qu'on n'est pas trop dans la question de l'accès, mais on est dans la question de la conscience du sujet. Alors, pour poser un peu la même question, mais dans un autre registre, le numérique crée de nouveaux emplois, on a de nouvelles filières de formation, des secteurs entiers se créent avec cette électronique à la base et ces ordinateurs, ça entretient de nouvelles relations entre les gens, mais ça entraîne aussi une concentration des pouvoirs, de la capacité de décision et des richesses. Et je me demande si on arbitre bien entre ceci qui se produit plutôt à court terme et le long terme, c'est-à-dire ce que nous allons devenir. Comment voyez-vous l'arbitrage entre ces deux visions? Le court terme, c'est d'être dans le jeu, c'est de courir avec le jeu, c'est d'aller vite. Mais bon, so what? Je pense que toutes ces avancées technologiques, ces nouveaux moyens mis à disposition, il faut les considérer comme des éléments de progrès, en tout cas. Donc ça, c'est une démarche, c'est la démarche créatrice, c'est la démarche d'entreprise, c'est la démarche d'audace, c'est la démarche de continuer à avancer et de faire en sorte que ce progrès scientifique soit un élément de progrès pour l'avenir. C'est la première chose. Donc là, je vous suis dans l'audace de développement et je pense qu'il y a des communautés qui s'y sont engouffrées. C'est bien sûr des nouveaux services, des nouveaux emplois, donc cette capacité à être dans la croissance et dans le progrès, pour peu qu'effectivement ça ne crée pas des disparités trop importantes avec ceux qui seront laissés à l'écart de cette croissance, soit parce qu'ils n'ont pas accès, soit parce qu'ils n'ont pas été formés à l'utilisation de ce dont on leur a donné accès.
Et là, probablement, le politique doit s'en saisir, là aussi, pour éviter que n'apparaissent ces disparités. Parce qu'on réfléchit aujourd'hui tous, non seulement en termes de civilisation numérique, mais aussi de civilisation durable. Et le moyen terme et le long terme, c'est quand même la durabilité, la pérennité des évolutions. Et aujourd'hui, on a franchi des étapes dans ce domaine où on ne fera pas marche arrière, mais où je ne suis pas sûre qu'effectivement on ait tous les éléments d'une conscience responsable de l'utilisation. C'est pas pour tout ça qu'on doit être cyberdéfiant. Et ça passe par l'éducation. Moi, c'est vraiment une chose à laquelle je crois. L'éducation aujourd'hui, encore plus avec ces nouveaux outils, je crois qu'on est, alors pour certains encore, dans le socle, le lire, écrire, compter, il faut qu'on ait tout ça. Mais je crois que l'éducation aujourd'hui, elle est plus dans le apprendre à penser, apprendre à raisonner, le apprendre à apprendre. Donc l'école peut en apporter une partie, et puis ce qui est autour de l'école, ce qu'on fait dans des maisons comme la vôtre, dans des maisons comme l'Univers Science, c'est essentiel aussi. C'est le apprendre à raisonner. Il vient de l'intérieur et puis il aidera à faire en sorte qu'effectivement des politiques s'en emparent avec justesse, raison et sagesse pour entourer. Alors, à ce stade, je sais pas... Et simplement une chose vous avez utilisé le mot tout à l'heure d'intelligence collective avec l'intelligence connective. C'est Pierre Léna qui l'autre jour utilisait un mot important aussi. N'oublions pas que s'il y a de l'intelligence collective, il y a aussi de la bêtise collective. Et on a aussi quelques outils entre les mains qui peuvent nous entraîner vers la bêtise collective. Ça fait bien une petite demi-heure qu'on doit discuter. Donc à ce stade du débat, l'idée c'est de commencer à être interactif à la fois avec ceux qui sont avec nous et puis ceux qui sont aussi avec nous, mais virtuellement sur les réseaux. Alors déjà, est-ce qu'une personne souhaiterait intervenir, rebondir sur un des sujets, il y en a eu beaucoup là qui ont été abordés. Est-ce qu'une personne déjà souhaiterait revenir sur voilà. Alors par contre il faut un micro. On va vous... Moi, je voudrais revenir au tout début de la première question qui a été posée à Madame Ignoré. C'est le rapport à l'espace. Le fait d'être sorti dans l'espace, est-ce que vous pensez, et le fait d'aller dans l'espace à l'avenir, est-ce que vous pensez que ça peut apporter, qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter à la Terre aujourd'hui, aux problèmes qu'on a notamment autour de, vous avez parlé de la finitude, de l'environnement, du problème des énergies. Est-ce que vous pensez déjà que l'homme peut sortir vraiment de la Terre, par exemple, vraiment construire une base sur Mars, par exemple, parce que les questions sont très... Et est-ce que vous pensez que ça peut vraiment concrètement apporter des choses dans le futur à l'homme sur la Terre? C'est de sortir de la Terre. Est-ce que c'est vraiment une vraie possibilité? Est-ce que c'est pas... Parce que l'homme est pas fait pour rester sur la Terre, physiquement. Est-ce qu'on doit imaginer une autre sorte d'homme qui va muter au bord de la Terre? C'est bien plus loin que ça. Alors, pour répondre à ça, une chose en lien avec l'espace, entre mon premier vol en 1996 et le vol en 2001, par rapport au progrès de ces technologies à notre disposition, en 1996, la capacité à communiquer de la station avec le sol uniquement quand on passait dans le cône de réception de l'antenne satellite, 10 minutes sur les 90 minutes d'une orbite, une orbite en 1h30. Donc parfois un peu frustrant, difficile d'être en liaison. Et en 2001, les SMS, le téléphone à tout moment, la connexion permanente qui change complètement la relation que vous pouvez aussi avoir dans
ces aspects. Une des plus grandes conquêtes de ces 50 années de conquête spatiale, c'est justement de s'être mis à distance de la Terre pour avoir un regard nouveau sur la planète et prendre conscience de ces éléments que j'évoquais, les fragilités, c'est vrai que de l'espace, que ce soit avec les yeux de l'homme dans la station ou que ce soit avec des satellites d'observation de la Terre, on y voit les progrès de la déforestation, les pollutions maritimes, les évolutions cycloniques, donc tout ça est visible et envoyable pour que chacun puisse le constater. Ce regard sur la Terre nous a fait sûrement rendre plus aiguë cette conscience écologique. La conscience écologique, elle s'est aiguisée depuis qu'on regarde la Terre à distance. Donc ça, c'est quand même, je pense, quelque chose à mettre au crédit de ce regard à distance. Ensuite, aujourd'hui, vous évoquez une base lunaire, une mission martienne. Alors, prenons une mission martienne. Vous allez vers Mars. Long voyage, difficulté de mise en orbite, de progression pour aller là-bas. On ne va pas partir avec des tonnes de carburant, d'eau, d'éléments de nutrition ou d'autres pour construire une base en arrivant sur Mars. Donc on est aussi dans cette dynamique de gérer correctement des ressources, d'être innovant sur des nouveaux modes de propulsion, sur des nouveaux modes de communication, d'échange de données. Donc on a des problématiques qui sont des problématiques assez semblables à celles d'un écosystème terrestre sur lesquels il faut être amené à avoir un regard effectivement de développement durable, de meilleure gestion, de meilleure interaction entre des gens répartis dans des endroits multiples de la planète. On est sur ce village planétaire. Le fait de s'interroger dans l'espace à comment on communique, comment on interagit est aussi un des éléments. Donc ça, c'est la partie... Donc on apprend beaucoup. On apprend beaucoup pour la Terre de cette réflexion. Il y a d'autres moyens d'apprendre beaucoup pour la Terre. Et pour avoir été ministre de la Recherche, avoir été chercheur dans certains domaines, je sais bien aussi qu'on a d'autres moyens. Mais ce moyen-là, on l'occulte toujours, de se dire... Et il n'y a pas d'autre endroit où on peut travailler sur des choses très fondamentales que j'évoquais tout à l'heure, en supprimant l'effet de la gravité, que de pouvoir révéler des capacités d'adaptation, de plasticité de son corps, de révéler sur de la combustion, de l'écoulement de liquide, des données que les livres de physique expliqués avec un facteur gravité G habituel, on apporte aussi à notre connaissance fondamentale. Et puis, il y a quand même l'aspect, vous l'avez très bien dit, c'est Tsiolkovsky qui l'avait dit, que notre berceau, c'est la Terre, mais que l'homme, quand, je ne sais pas dire, sortira de ce berceau. Il est déjà sorti, il a passé une frontière, ça fait 50 ans, effectivement, on est allé sur la Lune de 69 à 73, on n'y est pas retourné depuis, et on évoque de repasser par là avant d'aller vers Mars. Ça fait partie profondément d'une nature humaine, d'exploration, non pas de transgression, mais de repousser la limite de notre connaissance. Alors, avec les prises de risques, avec la nécessité d'avoir conscience de ces risques et de les traiter, on revient à certaines des problématiques qu'on a évoquées aujourd'hui. Mais ce que vous montrez aussi très bien avec l'exposition que vous accueillez, c'est que justement, en mettant les disciplines dans des interactions pas habituelles, en allant au-delà de la frontière du connu, en utilisant des nouveaux outils, avec des nouveaux regards, c'est là où émerge la créativité et des nouvelles solutions. Donc il y a aussi vraiment cet effet, je dirais, de levier et de révélation que l'exploration, l'imagination et passer la frontière permet d'apporter. Et très sincèrement, je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Je ne suis pas une fanat des calendriers contraints, de l'unidirectionnel, pas du tout. Mais je pense que si on se coupe de cette capacité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis dans l'audace et essayer, toujours en essayant d'avoir la responsabilité et la conscience de ce qu'on fait.
Mais je suis quelqu'un qui est plutôt dans cette dynamique. C'est vrai que le principe de précaution isolé, comme on l'a aujourd'hui, quel que soit le domaine, me fait quand même parfois un peu peur, parce que ça va nous river le regard sur Ce qu'on sait déjà. sur ce qu'on sait déjà, sur un horizon qui n'est que notre quotidien et notre vérité. Et notre vérité, elle est rien du tout, notre connaissance, par rapport à tout ce qu'on a à découvrir et à explorer. Permettez-moi d'ajouter pour madame cette phrase toute simple que nous avons un rendez-vous dans le futur qui est dans 5 milliards d'années. Quand le soleil s'éteindra, on devra choisir entre disparaître avec notre planète qui deviendra froide ou bien migrer ailleurs. Vous me direz c'est très loin, mais on peut déjà y réfléchir. Alors, est-ce qu'on sera déjà encore dans l'homme augmenté ou Je ne dans sais autre pas. chose? Je ne sais pas pas. qui seront les habitants de cette planète dans Oui, j'ai 5 vu, milliards d'années. vous m'avez fait des gros yeux quand j'ai dit le mot cyborg tout à l'heure. Pourtant, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui sur cette thématique-là. Il y a des chercheurs comme Kurzweil du Haut qui parlent de transhumanisme, de post-humanisme à horizon 2050 avec la grande convergence, la singularité. Est-ce que là, on est dans un délire prospectif ou est-ce Non. que vous pensez en tant que scientifique que... Non, il y a j'ai parlé d'hommes augmentés à propos. Enfin, c'est qu'on y est aujourd'hui. Moi, je suis un médecin. J'étais dans l'homme réparé. Oui. Ça, c'était mon métier. Maintenant, j'étais médecin il y a quelques années. Maintenant, on est dans l'homme augmenté et on est effectivement dans la réflexion de post-humanité, enfin tous ces sujets importants. Très sincèrement, on aborde aujourd'hui les deux sujets qui me paraissent être les sujets de débat du XXIe siècle. C'est la surveillance, la responsabilité, la conscience de cette dissémination d'informations, ce GPS de connaissances et de régulation des frontières avec justement le numérique et ses nouvelles technologies, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'homme augmenté et à quel moment on est encore sur des valeurs d'humanité où on a basculé vers un cyborg. C'est vrai que moi j'avais l'impression, quand j'ai fait ma thèse de sciences en 86, on bossait sur les réseaux de neurones apprenants, l'intelligence artificielle, qu'on était au top des choses. Aujourd'hui, on est dans la conscience artificielle. Donc on est quand même très vite, on franchit des étapes impressionnantes. Et c'est vrai que c'est l'accélération, la complexité du monde aujourd'hui qui pose problème. Et c'est vrai qu'un socle de connaissances, le lire, écrire, compter, c'est plus suffisant aujourd'hui. La question, c'est plus le contenu, c'est plus l'accès, enfin si je reprends Rifkin par exemple, mais l'idée c'est qu'effectivement dans cette complexité, dans ce bruit, ce brouillard de plus en plus important, le PDG de Google disait que récemment affirmé que l'humanité produit en 2 jours autant d'informations que depuis le début de la civilisation à aujourd'hui. Donc dans cette explosion exponentielle d'informations, la question c'est comment on s'y retrouve, comment on arrive à avoir une approche méta entre guillemets et infra. Alors Joël de Roné préconise l'approche systémique, mais quels sont les outils intellectuels, conceptuels ou techniques qui nous permettent aujourd'hui de justement avoir cette approche-là. Moi, je n'ai pas de réponse à apporter. Je vais citer une phrase de Michel Serres, enfin une façon qu'il a de s'exprimer, qui vous rejoint. Il y a eu 3 grandes révolutions. Voilà. La révolution de l'écriture, hein, on a mis sa mémoire sur une feuille. La révolution de l'imprimerie, où à partir de quelque chose qu'on écrivait, on est passé à l'imprimerie et à la diffusion. Et aujourd'hui, la révolution numérique, justement, où pour nous qui sommes médecins, on parlait d'expérimentation in vivo, puis in vitro. Et aujourd'hui, on est in silico. Hein. On est passé sur la simulation, la modélisation, l'apprentissage et la démonstration des scénarios du possible. Et devant ça, Michel Serres dit, avec cette révolution-là, il ne reste plus à l'homme qu'à être intelligent. C'est bon. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Question d'un internaute.
ou une question des internautes, mais comme il y avait un petit problème technique, je n'ai pas eu le temps de les balayer du regard. Donc si quelqu'un pouvait venir à mon secours avec une question, ou Jean-Pierre, le temps que je lise les propositions des internautes. Il y a une chose aussi dans un environnement comme celui-ci, et je pense qu'il faut qu'on y travaille, c'est les sciences, l'innovation technologique, c'est bien en tant que tel, c'est bien aussi quand on y ajoute la sensibilité, l'émotion, la créativité, tout ce que vous nous proposez. Là, par exemple, aujourd'hui, cette relation entre les sciences, les technologies et les arts. Et puis, il y a tout cet aspect aussi de... On a de la technique accélérée, il y a des gens qui sont partis dans ce domaine, il y a des techno-geeks. Il ne faut pas qu'il y ait une fracture entre ces techno-geeks et les nature fans. La conscience verte, l'écologie, le retour à la nature, remettre les pieds sur terre. Et c'est vrai que là aussi, il y a un risque. Donc ça rejoint une partie de votre question. On n'attache pas assez d'importance encore à ça aujourd'hui. Comment réconcilier, connecter le virtuel, l'immersif, la technologie et l'attractivité de cette technologie avec ce que sont nos racines, notre nature, notre planète finie, nos ressources à gérer. Et on sent bien que sur le plan politique, c'est quelque chose qui se joue aussi en ce moment, aujourd'hui. Il y a cette voie écologique qui peut, elle aussi, dériver parfois sur des extrêmes. Et là, on rentre sur des défiances par rapport au progrès, on retombe sur des attitudes rousseauistes où il y a de bon que dans la nature. C'est pas ça non plus. Et rendez-vous de l'avenir. Mais par contre, faut pas oublier la nature. Alors, il y avait une question. Ah pardon, non, c'est une question de la salle, oui, très bien. Merci. Au début des entretiens, en fait, vous avez beaucoup parlé de connaissances. Votre carrière est beaucoup liée à la connaissance incluse, à l'idée. À l'heure actuelle, en fait, pensez-vous que les sociétés et les entreprises basées sur la connaissance ou le capital intellectuel possèdent un avantage compétitif certain, en fait, à l'heure de l'économie du matériel? Aujourd'hui, effectivement, c'est dans cette valeur ajoutée de la connaissance qu'on a le levier pour être dans une économie dynamique, une économie de croissance. C'est dans ces formes nouvelles d'innovation, je dirais, qu'on est aussi dans la compétitivité. Et je crois qu'il n'y a pas à mettre en opposition un monde d'immatériel par rapport à... ça dépend où vous situez l'immatériel. Voilà, justement. Oui, c'est plutôt ça la question. On ne va pas tomber dans la recherche fondamentale versus recherche appliquée de la connaissance pure sans qu'elle soit transférable. Je ne comprends pas bien pourquoi vous le situez sur le plan de l'immatériel. Ce que disait un ingénieur des mines du 19e siècle à propos du charbon, c'est que le charbon, ce n'est pas ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Ah oui. Donc les deux vont toujours ensemble. Oui, les deux vont toujours ensemble. Là, c'est d'autant plus accéléré avec la révolution numérique, en fait. Oui, c'est accéléré, c'est intégré, c'est un écosystème dont il ne faut pas oublier un morceau. C'est la complexité, et je disais aujourd'hui, le fait qu'on soit dans la capacité à modéliser, simuler, nous fait envisager différents futurs possibles, mais ces futurs qui sont possibles, qu'il nous faut rendre possibles éventuellement si on fait le choix de l'un d'entre eux par rapport à l'autre, peut-être que dans 10 ans, avec l'accélération, ça ne sera plus du tout ces futurs-là qui seront devant nous, parce que les scénarios de l'improbable, de l'impensé et de l'impensable, on est quand même un petit peu dans cette civilisation-là aujourd'hui, malgré toute la puissance de calcul qui est derrière nous, et puis ces GPS de connaissance et d'orientation dans un flux de données.
Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'on est passé d'une société industrielle à une société de services. Et quelqu'un disait qu'en réalité, on est passé à une société d'industrie de services, et pas de services. Et que si peut-être que, alors là on est dedans, et peut-être que le coup d'après, justement avec le numérique, c'est parce que moi j'appellerais une industrialisation de la relation, c'est-à-dire que puisque le service c'est de la relation de plus en plus fine, de plus en plus à la fois marketée et de plus en plus socialisée, peut-être qu'on va vers des formes d'industrie de la relation où là l'intelligence est un facteur qui va peut-être, comme vous l'avez dit, amener une valeur ajoutée tout à fait significative, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça va aussi dans le sens de ce que vous disiez. Si, tout à fait. Moi j'ai peut-être une dernière question en fait, pour vous. Quelle est une définition actuelle finalement de la connaissance? Son objectif premier, son objectif final, tel que vous la voyez, vous, dans ces rendez-vous du futur, en fait, au niveau de la gestion des connaissances? Moi, l'importance que j'attache à la connaissance avec une vision un petit peu partielle, et on ne peut pas donner de réponse complète. Pour moi, aujourd'hui, il y a des savoirs. Il y a des endroits où on produit du savoir. Il y a des multiples façons de faire passer ce savoir par de multiples outils. Mais la différence entre le savoir et la connaissance. La connaissance, pour moi, c'est d'avoir mis ces savoirs en culture, de se les être appropriés. Et c'est là où, par rapport à l'égalité d'accès dont on parlait tout à l'heure, je crois qu'il y a une égalité d'accès au savoir aujourd'hui. Par contre, une égalité dans la connaissance, non. Et c'est là où c'est là où ça m'intéresse de travailler sur transmission des savoirs de façon à ce que ça devienne un partage de connaissances. Et partage de connaissances parce qu'on a chacun sa propre connaissance d'un sujet et puis on en élabore une connaissance collective. On l'utilise plus ou moins bien, justement. Et c'est là où je trouve que l'enjeu se situe aujourd'hui. C'est d'en faire une connaissance et ça met plein de questions en jeu. Ça veut dire la parole de l'expert dans le savoir, comment est produit le savoir. Ça, c'est aussi des sujets importants aujourd'hui. Parce que des médias qui diffusent beaucoup d'informations, on parlait de démocratisation ou de désinformation ou d'autres types d'informations aujourd'hui, dans le apprendre à raisonner que j'évoque, je ne suis pas sûre qu'aucun enfant aujourd'hui à l'école apprenne ce que c'est par exemple qu'un texte avec une revue par les pairs, peer review. C'est-à-dire qu'un papier qui passe dans un média en circulation est considéré comme une vérité. Ça, arriver à avoir les outils pour trouver ce qui est un savoir fiable, la fiabilité de l'information aujourd'hui, elle participe à cette connaissance qu'on acquiert. Donc voilà, c'était cette réaction. Le vu à la télé qui a encore 10-20 ans était le tampon de la vérité, vu à la télé. Okay. Vous êtes dans la conviction d'une externalisation du savoir implicite, de la transmission du savoir implicite, qui est à l'intérieur de chacun des experts, pour qu'il soit partagé. Oui, le partage, c'est quelque chose que je porte et qui est une conviction. Mais là aussi, quand on parlait d'intelligence collective, qu'est-ce que c'est que l'intelligence par rapport à la connaissance? On a tous des formes d'intelligence un petit peu différentes. Et c'est vrai que quand on parle, alors peut-être M. Attali, je sais qu'il va venir vous rendre visite bientôt, va vous en parler. L'autre jour, il nous a fait une descente en flèche de l'excellence et de l'intelligence telle qu'elle était validée à l'école, dans les filières de sélection, échec scolaire parce qu'on n'est pas dans le moule d'une excellence portée par le système. C'est lui-même un excellent élève. Oui,
Oui, et très intelligent. Mais il y a différentes formes aussi d'intelligence Ouais, bien sûr. en chacun d'entre nous. Et je crois qu'on ne sait pas non plus aujourd'hui révéler ce que chacun d'entre nous a d'excellent. Et qu'on recherche une seule forme d'excellence. Et que, merci à la création de faire apparaître d'autres formes d'excellence. Et les scientifiques l'ont sous de multiples formes, mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a des questions qui arrivent donc par Internet. Il y en a une qui, je pense, va vous intéresser tout particulièrement. Donc, en tant que présidente d'Univers Sciences, pensez-vous que le numérique peut favoriser le développement des vocations dans la filière scientifique, ainsi que dans la valorisation de la recherche? Oui, moi je dis il faut aller à fond vers une utilisation bien conçue des nouvelles technologies. Je vois, j'ai une collaboratrice là qui est à Dominique, à la Cité. On travaille aujourd'hui sur une salle immersive absolument extraordinaire qui va nous permettre, là aussi, de permettre à nos publics, au grand public et au public scolaire, accompagné du prof, de vraiment utiliser des nouveaux outils. Et vous le faites merveilleusement, vous nous l'avez montré. Donc ça, effectivement, les utiliser le plus possible. La question? Vous voulez une autre question? Non, je me suis perdue. Non, la question c'était donc sur la question... Les vocations. En fait, il y avait deux Les questions. vocations. Voilà, il y avait deux questions en une. Voilà. Et donc, à partir de ces outils, utilisons-les pour donner d'encore plus d'attractivité, de désir vers les sciences et les filières d'ingénieurs. Vous me montriez les petits robots tout à l'heure. Mais quel merveilleux outil pour des gamins que d'utiliser des extensions ou de voir mais pourquoi ça marche pas alors que j'ai tout fait comme ça devrait en montant les pièces du robot. Donc il y a des démarches justement d'expérimentation, d'envie, de raisonnement qui vont être magnifiés par l'utilisation de ces technologies. Alors oui, ça va nous amener probablement d'autres moyens d'être dans l'inspirationnel, dans la vocation pour une carrière. Oui, moi je dis, avec les projets spatiaux, je parlais de ça tout à l'heure, aujourd'hui, nos jeunes, ils ont besoin de s'investir, de s'engager sur des grands projets. Et des grands projets pour les jeunes ingénieurs, c'est absolument extraordinaire. Et les grands projets, c'est vrai qu'ils sont quand même du domaine des grandes aventures scientifiques, technologiques et aventures humaines. Il y a toujours une part d'aventure humaine dans l'aventure scientifique et technique. Et là, on a un merveilleux moyen d'explorer des nouveaux métiers, de concevoir des nouveaux projets, d'inventer les métiers du futur aussi. Pensez-vous pas que culturellement, on est encore un petit peu cloisonné en silo en France? Quand on voit par exemple qu'aux États-Unis a été créé en 1995, si je me rappelle bien, l'Institut des technologies créatives, qui est en fait une joint venture entre Hollywood et le département de l'armée américaine. Alors bon, pour certes faire du simulateur de combat, bon, on peut faire des choses plus poétiques, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça a été, ils ont mis autour de la table des auteurs, des comédiens, des artistes, des militaires, et l'idée c'était d'imaginer un simulateur, donc là en l'occurrence de combat, mais pour imaginer toutes les situations humaines qui pouvaient se passer. Ils ont fait ça en 1995. En France, le Serious Game, parce que ça s'appelle du Serious Game, le Serious Game, on a commencé à en entendre parler il y a 6 mois avec un appel à projet du gouvernement. Est-ce que là, il n'y a pas, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, il y a quand même une compétition aujourd'hui aussi économique sur ces sujets-là. Est-ce qu'en France, on n'est pas un petit peu à la traîne? Sans doute, on est un petit peu à la traîne. Il y a une impulsion aujourd'hui, vous le rappelez, sur des serious games et sur d'autres sujets, et cet appel sur les investissements d'avenir, sur l'économie numérique. Mais je pense qu'on a des atouts dans cette bataille-là. Alors il faut qu'on la mène bien, parce que des atouts de créativité à partir de l'audiovisuel, on est quand même dans ce pays de culture, de créativité.
on a des jolis atouts à Mais c'est tout apporter. le paradoxe d'ailleurs peut-être de la France, c'est qu'elle a de l'excellence dans à peu près tous les domaines. Absolument. Son problème, c'est d'arriver à faire les connexions. À faire les connexions, de rapprocher des mondes qui sont effectivement des mondes encore trop dans le silo. Alors ça, c'est un des avantages de ces nouvelles technologies, de ces réseaux, de ce web X.0, enfin, c'est que ça ouvre des possibles pour cette mise en interface. Oui, là, le numérique vient clairement chambouler la donne. Bien Voilà. Et les artistes peut-être encore plus. Est-ce qu'il y a une question de la salle? Oui, parce qu'ils ont su développer l'imagination libre. voilà, l'imagination et la créativité. Et la créativité, je ne pense pas qu'on naisse avec. Oui. La créativité, ça s'apprend, ça s'encourage, ça s'incite. Et on a aussi un peu de retard dans notre système éducatif, qu'il soit scolaire ou de l'enseignement supérieur, sur la créativité. Si on regarde au niveau de l'éducation numérique, je crois qu'au dernier BET de Londres, on était 24e sur 27 en Europe, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'était pas très fameux, on va dire, la position de la France. En même temps, là, je crois qu'il y a eu là encore des réactions positives, puisqu'il y a eu un grand plan d'équipement des établissements scolaires avec les fameux tableaux blancs interactifs. Alors ce qui est quand même amusant, c'est quand on regarde la proportion des budgets justement sur les équipements de type tableau blanc interactif comparé au contenu. Les contenus, ça doit représenter moins de 5% du budget des contenants. Ce qui là encore est une... Je suis d'accord, je dis que il faut qu'on travaille, qu'on mène une recherche et qu'on fasse des propositions dans une nouvelle éducation. Si on met les vieux contenus dans les nouveaux tuyaux, ça ne sert à rien. Alors vous avez parlé du contenant, du contenu, il ne faut pas oublier le maillon qui est celui de la formation des apprenants et de ceux qui accompagnent. Si vous lisez les études, vous voyez que le niveau d'impact de ces nouvelles technologies à l'école, il n'est pas dépendant du nombre de tableaux blancs interactifs qui est présent, ni même du type de contenu, si un petit peu, mais il est fonction du immaturity level des teachers. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accompagne la formation des enseignants à l'utilisation. Et on est encore dans ce gap et cette fracture-là aujourd'hui. Il y a une partie des enseignants qui vont utiliser avec leurs élèves en co-création, en collaboration, d'échange de bonnes pratiques entre enseignants, utiliser très bien les outils. Et puis, alors qu'on aura fait des efforts pour mettre des tableaux blancs interactifs ou des computers dans toutes les écoles, alors qu'on a des gamins de la nouvelle génération connectés dès leur naissance et qui savent de façon instinctive utiliser l'écran tactile de l'iPhone de maman à l'âge de 2 ans si le prof n'est pas en accompagnement, il n'y aura pas un impact. C'est bien, vous faites des expérimentations pilotes. Nous aussi, on a envie d'être dans des expérimentations pilotes, dans de l'innovation pédagogique liée à ça et dans la formation des apprenants. Et c'est là où je trouve ça assez sympa de se dire que ça peut être transgénérationnel dans le sens inverse du sens habituel. Avec les jeunes qui... Moi, je souscris entièrement à ce que vous venez de dire. Un constat qu'on fait ici au CUB depuis 10 ans, c'est qu'on a 3 types de publics pour schématiser. On a les tout jeunes. Alors eux, ils arrivent... ça commence à 2 ans ici, hein, n'ayez pas peur. Donc eux, ils arrivent, ils se posent même pas la question, quoi. Hein, comme nous, on ne s'est pas posé la question pour le téléphone, quoi. Je veux dire, ils sont dedans, ils appuient sur les boutons, ça marche tout seul, ils savent même pas encore écrire ou parler, ils appuient déjà sur les boutons. Bon, eux, ça se passe donc d'une manière extrêmement fluide, transparente, tout de suite créative, de fait. On a les anciens, les seniors. Alors eux, ils arrivent, c'est plus compliqué parce qu'il y a une barrière culturelle, donc c'est un peu plus compliqué. Et en même temps, dès qu'ils commencent à comprendre, c'est toute leur expérience qui vient à l'intérieur et ça produit des choses extrêmement intéressantes rapidement. Et puis, finalement, le public qu'on a découvert, nous, le plus difficile au CUB, pour nous, hein, pour notre métier de médiateur, c'est les ados. Parce que les ados, eux, ils considèrent que le numérique, c'est leur culture, ça leur appartient,
que c'est certainement pas quelqu'un comme moi ou les médiateurs ici qui vont leur apprendre comment on utilise les nouvelles technologies, c'est vraiment leur domaine. Ce sont des hyper-virtuoses du clavier, de l'écran, ils tapent sur 5 trucs en même temps et ça marche, mais pour faire quoi? Et là, quand on observe, quand on regarde ce qu'ils en font, en général, bon, c'est plutôt du jeu, c'est plutôt du chat, ça va pas très loin dans la créativité. Et ça, pour nous, ça a été une découverte assez incroyable. C'est que la tranche sur laquelle c'est le plus compliqué, c'est pas les anciens ou les plus jeunes, c'est les ados, parce que je le répète, c'est leur culture, et qu'en même temps, ils ne veulent pas qu'on vienne leur apprendre. Voilà. Donc là, il y a un vrai boulot intéressant de ce point de vue-là, et bon, on a entrepris pas mal de choses, évidemment, vis-à-vis des ados. Ouais. Et il y a un boulot intéressant, et comme vous le dites, de médiateur, d'être aussi des passeurs et des pasteurs, comme dirait Joël de René, c'est la façon dont il emploie les mots. Et c'est vrai qu'il y a un risque quand même dans cette génération d'aujourd'hui de formatage, je dirais, aussi bizarre que ça puisse paraître. Il y a l'expérience aujourd'hui de voir par exemple des présentations de jeunes étudiants, de jeunes cadres en utilisant des slides. Très formaté. Ils sont tous sur le même modèle. Et si la machine ne marche pas, pouf, d'un seul coup, ça coupe, on ne sait plus, on se retourne, on ne sait plus où on en est. Parfois, incapable de rédiger une note en 1 page et demie, parce que l'écriture d'une note, c'est pas l'écriture d'un slide. Et donc, là aussi, je pense que nos cheveux blancs, on peut peut-être aussi apporter quelque chose dans le transgénérationnel et le regard aussi sur d'autres pratiques. Il y a un risque de formatage, on n'y pense pas suffisamment, mais ça va avec la créativité qui n'est peut-être pas si développée que ça, toujours dans cette génération. Alors qu'on aurait tendance à penser que justement c'est créatif, le multifacette, pas toujours le cas. Oui. En tout cas, ils sont créatifs, les adolescents sont très créatifs dans les usages, dans la manière de jongler avec tous ces appareils. Alors, ils inventent, ils connectent, ils inventent, ils sont un peu comme des jongleurs avec des balles, quoi. Ils sont virtuoses de ça. Voilà. Après, c'est plus dans le sens, le contenu, où là, il y a peut-être un peu de travail à faire, ce qui est normal. Ils savent pas faire une addition. Oui, mais la calculette l'a fait, donc ça, c'est encore une autre... Je crois qu'il faut le lire, écrire, compter, et puis il faut oui, bien sûr. l'autre partie. Il faut les deux, il ne faut pas en oublier un. Ils savent pas comprendre un texte. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont plus, ils n'ont pas les mêmes valeurs, pas les mêmes modes d'engagement. Quelqu'un disait qu'ils ont le cerveau vide, mais c'est dans un sens positif, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité à remplir le cerveau instantanément, parce qu'en fait, ils sont connectés. C'est pas mal comme image. On va conclure parce que l'heure est passée largement. Merci à nouveau infiniment, Claudie Ignoré. C'est vraiment un très bon moment passé avec vous, passionnant. Je pense qu'on aurait pu y passer encore un bon moment, mais voilà. Un message d'espoir, c'est que c'est sans doute dans le travail entre les générations qu'on va trouver les bonnes solutions pour toutes ces questions qu'on a abordées, d'accès, d'inégalité, voilà. Et ce que vous nous dites, c'est que c'est possible. Oui, je suis plutôt, vous l'avez compris, d'un tempérament optimiste, audacieux. J'invite tout le monde à prendre des risques, pour peu qu'on ait analysé les risques et qu'on en ait conscience. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de possibles qui nous sont offerts, accélérés et multipliés par ces nouveaux outils à notre disposition, et qu'il faut regarder l'avenir avec confiance. Alors, je ne suis pas une sage, pas du tout. Des fois, les gens me disent, vous qui êtes allé dans la Lune. Non, je ne suis pas allé dans la Lune. Avez-vous rencontré Dieu? Non, je ne l'ai pas vu par le hublot. Mais c'est vrai que j'ai quand même envie à chaque fois de me dire, j'ai
ma propre responsabilité de mon regard et de ce que mon regard m'amène à être en société. Et c'est là où, bon, on y va, confiance, il y a des possibilités, mais savoir de temps en temps changer un petit peu son regard pour peut-être trouver des fils de sagesse. Et des fois, c'est des regards où je vais relire Lucien de Samosate sur ses voyages extraordinaires, qui est un des premiers livres de science-fiction. Je sais que vous allez recevoir Bernard Weber, j'ai bien lu les papiers, mais qui a fait des voyages sur la Lune absolument extraordinaires. Donc là aussi, il y a de la sagesse à se retourner derrière. C'est bien que vous fassiez les rendez-vous du futur, mais c'est aussi un message. Il y a le transgénérationnel et puis il y a tout ce qui fait qu'on est là où on en est aujourd'hui. Merci pour Merci cette beaucoup. très belle conclusion. Le regard d'enfant, c'est la thématique politique. C'est les 6 mois qui viennent.